Ton rapport qualité affiche 94% de taux d'exécution, 847 cas de test, 23 bugs résolus. Le management hoche la tête, tout le monde est satisfait. Et pourtant, ces chiffres ne disent pas grand-chose. Ils ne disent pas si le produit est prêt à être livré. Ils ne disent pas si les risques sont réels. Ils ne permettent pas de prendre une décision. Ce sont des métriques de volume, pas forcément des indicateurs de qualité. Dans cet épisode, on va voir comment on peut passer de l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle des vanity metrics. Ce sont des mesures qui donnent une impression de contrôle sans avoir l'information qui permet de prendre une décision. Le nombre de cas exécutés, le taux d'exécution, le nombre de bugs résolus, ce sont des indicateurs qui sont faciles à produire. Certes, faciles à communiquer aussi, et aussi faciles à optimiser sans améliorer la qualité réelle. Tu peux fermer des bugs sans les résoudre. Tu peux exécuter les tests sans qu'ils couvrent les risques les plus importants. Tu peux avoir 100% de taux d'exécution sur une suite qui ne détecte plus rien. Le syndrome du pesticide, c'est tout à fait ça. Le problème fondamental, c'est que ces métriques mesurent ton activité de test et elles ne représentent pas la qualité du produit. Ce que le management, le PO, le développeur ont besoin de savoir, c'est pas combien tu as fait, c'est ce que ça implique pour donner une décision éclairée de livrer ou pas, de passer à l'étape suivante. Un bon indicateur qualité répond à une question décisionnelle et doit être associé à un risque. Avant de créer un KPI, il faut te poser cette question. Quelle décision est-ce que cet indicateur va m'aider à prendre? Est-ce que sur des indicateurs orientés risque produit, est-ce que j'ai un taux de couverture des chemins critiques et pas forcément la couverture globale, mais vraiment la couverture des parcours à fort impact business? Le nombre de bugs sur des fonctionnalités livrées comme terminées, c'est un indicateur de qualité pour la définition de donne. Donc ça, c'est intéressant, mais ça va pas forcément te donner toutes les informations. Ce qu'il faut, c'est que tu aies une information qui te permet d'identifier les zones du code qui génèrent structurellement des problèmes. Est-ce que c'est plus le module de login? Est-ce que c'est plus le modèle de paiement? Est-ce que c'est plus le modèle de gestion des articles? Le module, pardon. Et c'est ça qu'il faut essayer de voir. Il y a aussi des indicateurs qui doivent t'orienter sur le flux de livraison. Voilà, ça c'est vraiment le temps moyen pardon, que tu vas avoir entre la détection d'un bug et sa résolution. Est-ce qu'un bug a été réouvert après correction? C'est une indication importante. C'est le signe qu'une correction a été insuffisante, bâclée, effectuée peut-être trop rapidement. Combien de bugs passent en production sans avoir été détectés en production? Ça, c'est un indicateur qui peut être intéressant et très direct sur l'efficacité, de ce que vous avez pu, mettre en place dans votre organisation, dans votre stratégie de risque, et dans votre stratégie de test. L'autre type d'indicateur qui peut être aussi intéressant de mettre en place, c'est des indicateurs orientés vélocité et d'aide technique. Quel est le pourcentage de ma capacité de sprint que j'ai commencé que je qu'on a consommé pour la correction de bugs versus le développement de nouvelles fonctionnalités? Ça, c'est important. Parce que si on passe de plus en plus de temps à corriger les problèmes plutôt qu'à créer des nouvelles features, ben, on va avoir un un produit qui va vite avoir une énorme dette technique et qui va plus pouvoir permettre d'avoir une vraie roadmap et d'être, ben, toujours, au top du marché et de gagner des parts de marché et donc avoir une belle activité et avoir un produit qui va être à la fois efficace et qualitatif. Donc voilà, ça c'est un vrai signal que la dette de la qualité s'accumule et ça, il faut vraiment y faire attention. Une fois qu'on a choisi ces indicateurs, on va essayer de mettre en place tout ça dans un tableau de bord qui permet d'avoir des seuils et qui nous permet, grâce à cet agrégat d'indicateurs, de prendre une décision et d'avoir des informations qui vont être co-construites et qui vont permettre à toutes les parties prenantes d'avoir ces informations. D'avoir une partie qui permet d'avoir des indicateurs, qui permet côté utilisateur, côté business, est-ce qu'on est confiant? Qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre d'incidents en production, la satisfaction utilisateur, est-ce que les SLA sont respectés? Un autre dashboard qui va être plutôt sur la livraison, sur le flux, qui va être la santé pour pouvoir livrer sereinement.
qui va donner des indicateurs qui vont être pilotables à la fois par l'équipe QM, mais aussi, par le top management et aussi tout ce qui va nous permettre de voir un peu ce qui se passe en dessous, côté ingénierie. Donc ce niveau-là, il permet de voir vraiment la qualité interne du code, la qualité des tests, la qualité des tests automatisés et de voir un peu où se trouvent, heu, les problèmes. Quels sont les parties du code qu'on a changées, qui ont créé d'autres problèmes sur d'autres composants, d'autres modules et ça, on peut le voir en le partitionnant en densité de défauts par composant et en analysant avec, du RCA, du root cause analysis. Donc ça, c'est super important de voir tout ça et de voir si, ça couvre aussi bien tous les chemins critiques. Ce qui est indispensable, c'est que chaque indicateur doit avoir un seuil. Une valeur cible, une valeur d'alerte et de se dire: «Si s'est passé quelque chose de façon positive ou négative», ça permet de déclencher une information et de se dire: «On est sur la bonne voie, on a passé un palier, on peut essayer d'accélérer. Là, on est passé en dessous, il y a peut-être un début d'alerte à mettre en place» et donc associer un plan de mitigation et des actions qui vont nous permettre d'être vraiment efficaces et d'avoir vraiment des indicateurs qui nous permettent d'avancer et de décider. Donc changer les métriques qualité d'une organisation, c'est pas évident, parce que c'est pas un sujet que technique, c'est aussi un sujet politique, un sujet, ben, aussi de relations personnelles avec certains indicateurs, j'ai envie de dire. Il y a des personnes qui disent: «On a toujours eu cet indicateur, on a toujours eu de l'habitude de l'avoir». La vraie question qu'il faut se dire, c'est: est-ce que cette métrique, il te rassure vraiment? Est-ce qu'il te permet vraiment de prendre une décision? Est-ce que c'est pas question juste d'habitude? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de voir. Il faut essayer d'aborder cette transition sans créer de résistance, mais plutôt, ben, d'embarquer les gens dans cette transformation. Il suffit pas juste de supprimer les anciens métriques du jour au lendemain, ce qui risque de créer vraiment des tensions, mais de se dire comment on va commencer à en ajouter et après de leur dire: «Regardez cet indicateur, essayons de l'enlever pendant 2 itérations et voyons si ça change la donne dans la décision qu'on aurait pu prendre». Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut regarder. Comme ça permet de suivre en parallèle les 2 et petit à petit de les embarquer et surtout, chaque nouvel indicateur, il faut, heu, aider à la décision de façon collective pour que l'indicateur, il appartienne à tout le monde et qu'on puisse le rajouter dans un dashboard qui soit efficace. Donc si vous avez un dashboard qui est un vrai sapin de Noël avec 30 indicateurs, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est avoir 5 à 7 indicateurs qui permettent vraiment d'être efficace et d'avoir vraiment confiance et d'être prêt à livrer en production. En clair, ce qu'il faut, c'est que vous puissiez mesurer pour décider et pas uniquement pour rassurer. Un bon indicateur qualité, il répond à une question que quelqu'un dans ton organisation se pose vraiment, associé à un risque, avec un seuil, avec un propriétaire qui doit l'avoir et qui doit le maintenir et être le garant de l'information qui remonte. Et aussi avoir une action associée lorsqu'il va dépasser ce seuil. Et ça, c'est vraiment important. Donc le passage des métriques d'activité, j'ai envie de dire, aux indicateurs décisionnels, c'est vraiment l'un des marqueurs les plus visibles de la maturité d'une équipe qualité. Et quand je dis d'une équipe, c'est vraiment de toute l'équipe et pas que de la QA. Donc c'est un changement qui va se construire progressivement, indicateur par indicateur, décision par décision. Commencez déjà par un, n'essayez pas de faire une révolution du jour au lendemain. Bon courage pour vos changements d'indicateurs et vos dashboards et je vous dis à très bientôt dans la guilde.